Bonjour à tous et bienvenue sur cette webconférence à destination des patients. Alors, je suis Sophie Fantoni, je suis professeure de médecine du travail au centre hospitalier de Lille. Je suis spécialisée dans le maintien en emploi et l'insertion professionnelle et je suis par ailleurs docteur en droit, spécialisée aussi sur les droits du travailleur en matière de santé au travail. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à vos interrogations sur le thème justement de cette médecine du travail. Alors, il est évident que les maladies rares sont nombreuses et que on ne peut pas les résumer. Elles ont toutes leurs spécificités, elles ont toutes leurs conséquences particulières et il est évident que je ne vais pas m'attarder sur telle ou telle maladie, mais plutôt sur quelques exemples et je vais essayer effectivement de répondre aux questions que plusieurs associations de patients ont à ce sujet tout au long de cette webconférence. Alors, première question, qui revient très souvent, faut-il parler de son handicap dans son curriculum vitae? Après, on aura une autre question sur faut-il parler de son handicap à son employeur ou à ses collègues? Mais la première question, très souvent, c'est faut-il parler de son handicap dans son curriculum vitae quand on est en recherche d'emploi? J'avoue que, même si c'est inscrit nulle part, et même s'il existe ce qu'on appelle un système d'interdiction des discriminations pour état de santé, et même si, vous voyez que je mets beaucoup de nuances, et même si parfois il y a des entreprises qui recrutent particulièrement des personnes en situation de handicap, diffuser son CV, en mentionnant son handicap n'est pas forcément vecteur d'ouverture de porte systématique. Il faut bien avouer qu'il reste quand même des discriminations au milieu de travail, qu'il existe quand même effectivement derrière la notion de handicap encore des fantasmes et des gens qui sont quand même parfois hostiles ou en tout cas inquiets de ce que ça peut recouvrir. Et effectivement, au stade du CV, à moins qu'une entreprise explicitement recrute des personnes en situation de handicap et qu'elle le dise dans son annonce, eh bien, au niveau du CV, mieux vaut pas le dire. Mieux vaut pas le dire pour que le CV soit sélectionné sur la base des compétences, des capacités, de l'expérience, et que, en fonction de ce que vous percevez lorsqu'il y aura un entretien d'embauche, vous puissiez effectivement, si vous le sentez, le dire. Mais pas au stade, à mon sens, sauf cas particulier, du curriculum vitae. Deuxième question, qui est très fréquente également, c'est est-ce qu'on peut dire à son employeur que l'on a une maladie? Alors, on pourrait se poser la question d'abord de savoir est-ce qu'on doit dire? Alors, il est important de rappeler que en France, c'est pas vrai dans tous les pays, on a le droit de mentir, on va utiliser le mot exact, à son employeur sur son état de santé. Pourquoi? Parce qu'il existe un système de médecine du travail, dont on parlera plus tard, et qui est l'interlocuteur à qui on va parler de sa pathologie. Mais à son employeur, on n'a déjà pas l'obligation d'en parler. Alors, est-ce qu'on peut le dire? Évidemment, encore une fois, il n'y a pas d'interdiction à le dire. Il y a même des situations où vous allez sentir que c'est ce qu'il faut faire. Mais vous voyez que pour pouvoir en parler à un employeur, il faut déjà être en situation de confiance, de penser que ça ne va pas nuire au fait de vous embaucher, ni au fait de vous garder. Et donc, effectivement, en parler à son employeur viendra au moment où vous pensez que c'est important de le dire, soit parce que vous souhaitez qu'il vous oriente vers le médecin du travail, soit parce que vous souhaitez avoir sa confiance et partager un certain nombre de problématiques qui ne vous empêcheront pas forcément de travailler. Mais encore une fois, il n'y a pas d'automaticité. Vous avez le droit de ne pas le dire. Et quand on le dit, c'est qu'il faut sentir que c'est le bon moment pour le dire. Donc, souvent, j'ai coutume de dire que au moment de l'entretien d'embauche, s'il n'y a pas d'ouverture particulière et qu'il y a l'air d'avoir une accroche pour rentrer dans un emploi, pas forcément le bon moment, pendant toute la période d'essai, et figurez-vous qu'il y a beaucoup de patients qui me l'ont dit, pendant toute la période d'essai, je vous rappelle que l'employeur peut rompre le contrat de travail sans explication. Donc pendant toute la période d'essai, il est souvent délicat d'aller annoncer son handicap, derrière lequel l'employeur va se dire mince, il va être plus absent, plus malade, plus fragile, peut-être à tort, mais en tout cas, peut-être qu'il pourrait se dire ça. Et donc, une fois que le contrat est consolidé après la période d'essai, c'est le bon moment si vous pensez que c'est bien. Mais en même temps, vous pouvez ne jamais le dire à votre employeur.
Certains estiment qu'ils peuvent le dire d'emblée, d'autres non. Vous voyez que ça va dépendre là encore, mais qu'il n'y a pas de règle absolue. Il faut en tout cas éviter de risquer, j'allais dire, son emploi en le disant. Alors évidemment, dans certaines situations où vous connaissez parfaitement votre employeur, parfois il y a même des situations d'employeurs qui deviennent des amis, la question se pose pas, l'employeur sait parfaitement tout ça. Et certains employeurs sont très bienveillants et vont accepter effectivement de continuer le contrat, de faire un maximum d'efforts, etc. Mais ce n'est pas systématique, on ne peut pas généraliser cette règle, donc encore une fois, fiez-vous à votre intuition, vous avez le droit de vous taire. Question numéro 3. Quand et comment parler de sa maladie au travail à ses collègues et à son employeur? Donc pour l'employeur, on vient de le dire. Quant aux collègues, eh bien, très souvent, ça dépend de l'impact de la maladie. Soit cette maladie n'impacte pas votre capacité de travailler, et auquel cas, vous ne le dites qu'aux gens avec qui vous vous sentez en confiance, comme vous le diriez à un ami. Ou parfois, votre maladie, elle va avoir des conséquences qui vont un petit peu impacter vos relations avec votre entourage. Vous ne pourrez pas faire tout, vous devrez vous faire aider pour certaines choses, vous devez veiller à ce qu'il y ait par exemple un collègue ou un N+1 qui soit vigilant à certains aspects ou à certaines conséquences dans certaines situations, etc. Et auquel cas, il est temps à ce moment-là d'en parler effectivement à vos collègues et de choisir peut-être parmi ces collègues d'en parler à l'un ou à l'autre. Dans d'autres cas, il est même important parfois de faire une information plus collective. Et là, vous allez pouvoir vous tourner vers le service santé au travail. Si par exemple, votre maladie, elle est visible, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont invisibles, mais si la maladie, elle est visible et que inexorablement vos collègues, voire votre employeur, va en être informé parce que c'est pas possible autrement, eh bien, il est peut-être préférable dans ces cas-là de faire appel au service santé au travail pour qu'ils viennent faire une information un peu générique, sous la forme de, écoutez, une pathologie, tout le monde peut en être atteint. Il est important de connaître les conséquences, de ne pas s'inquiéter outre mesure, mais de pouvoir être aidant dans la mesure où, parfois, effectivement, le collectif de travail va pouvoir permettre à la personne en situation de maladie de conserver son emploi dans une situation de bienveillance, d'entraide, et qui peut être aussi très bienfaisante pour les collègues de se dire, moi j'aide, j'ai le sentiment d'être utile, etc., etc. Donc vous voyez encore une fois, en parler, oui si vous le sentez, presque obligatoirement si c'est visible, et ne pas hésiter à choisir les personnes à qui vous en parlez si c'est invisible, pour effectivement ne pas en faire une histoire publique si vous n'en avez pas le souhait. À vous encore une fois de choisir, et plutôt dans un environnement en tout cas de confiance réciproque. 4e question, effectivement, beaucoup de personnes qui sont en situation de maladie ont fait un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées en vue d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Alors, être reconnu en tant que personne handicapée par la maison départementale des personnes handicapées, ce qu'on appelle la MDPH, eh bien, ça peut revêtir un certain nombre d'avantages. Premièrement, c'est une reconnaissance type administrative, qui n'est pas, qui est reconnaissance des conséquences fonctionnelles d'une maladie. C'est pas avoir une maladie qui fait qu'on est personne handicapée. C'est quand cette maladie, elle entraîne un déficit dans votre participation à la vie en société, à la vie sociale, etc., et dans votre travail, par exemple. Donc, être reconnu travailleur handicapé, ça passe par une demande auprès de la MDPH. Vous n'êtes pas répertorié dans un fichier national. C'est une démarche purement individuelle, purement du domaine de votre vie privée. Personne ne sera au courant, si vous ne le dites pas, que vous êtes reconnu travailleur handicapé. Il n'y a pas une transmission auprès des employeurs, vous n'avez pas un fichier dans lequel on va vous repérer, ce n'est pas stigmatisant en soi. Vous avez tout à fait le droit de faire une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et de ne pas vous en servir jusqu'à ce que vous en sentiez l'utilité. Donc, vous n'êtes pas obligé de le dire à l'employeur. Lui ne le saura pas si vous ne le dites pas. Vous pouvez le dire au médecin du travail qui ne le dira pas non plus à l'employeur. Bref, déjà, sachez que c'est une démarche purement personnelle qui peut effectivement donner un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Alors, je ne vais pas être exhaustive, mais grosso modo, si vous avez un emploi, être reconnu travailleur handicapé, ça vous préserve un petit peu en termes de personnel vulnérable si jamais il y avait des licenciements économiques, etc., etc. Ça accentue les obligations de l'employeur en matière d'adaptation et de formation au poste. Ça
comment dirais-je, permet des financements des aménagements de poste, de certains aménagements de poste, via ce qu'on appelle l'AGFIP ou le FIPH, c'est les fonds de collecte pour les entreprises qui n'embauchent pas suffisamment de travailleurs handicapés, etc., etc. Donc ça permet des aménagements, des formations plus faciles, etc. Et puis si vous êtes demandeur d'emploi, la reconnaissance travailleur handicapé, ça vous permet un accès privilégié à France Travail, à un certain nombre de personnels qui permettent de faciliter ou de favoriser des formations professionnelles ou des accès à l'emploi pour des profils, effectivement, ayant cette RQTH. Il y a d'autres avantages, on va en parler tout à l'heure, quand vous travaillez de longues années en étant reconnu travailleur handicapé avec un certain niveau de handicap, effectivement, vous pouvez prétendre à une retraite anticipée dans certains cas. De la même façon que si vous avez un très haut niveau de handicap, vous avez d'autres aides financières qui peuvent être mobilisées. Donc, retenir que la RQTH, il vaut mieux la faire le plus tôt possible dans une maladie, parce qu'on peut ne pas s'en servir, mais au moins ça sera fait, et mobilisable quand on en aura besoin. Et deuxièmement, l'utiliser à bon escient auprès du médecin du travail et de l'employeur lorsque vous en ressentirez le besoin. Et là, vous aurez un certain nombre d'informations. Voilà. Donc, c'est important de le faire très rapidement. Moi, je vois encore des patients qui sont suivis depuis des années pour une maladie rare. Hier, j'en ai encore vu une en consultation. Et la personne, on lui avait parlé que récemment, et elle ne l'avait pas encore faite, de dossier en vue de la reconnaissance de travail handicapé. Donc, si au moins, effectivement, vous l'avez, c'est quand même effectivement intéressant. Question numéro 5. Ma maladie me fatigue énormément. Qu'est-ce que je peux avoir comme aménagement? Est-ce que je peux les demander à l'employeur? À qui faut-il les demander, etc. Alors, vous pouvez toujours en parler à votre employeur en disant, voilà, j'ai une fatigue due à X ou Y chose. Est-ce qu'on peut envisager de lever le pied sur quelque chose, de me décharger d'autre chose, etc. Rien ne l'empêche. Mais l'interlocuteur de choix pour ça, c'est d'aller voir le médecin du travail. Le médecin du travail, je rappelle, c'est un médecin de prévention. C'est pas un médecin que vous choisissez forcément, mais c'est un médecin de prévention qui est soumis à toutes les règles médicales, c'est-à-dire du Code de santé publique, qui est soumis au secret médical, qui ne dévoilera rien à l'employeur de vos soucis de santé, sauf sous la forme d'aménagement ou de préconisation. Mais c'est un médecin, évidemment, comme tout médecin, soumis au secret professionnel. Vous devez savoir également qu'à tout moment de votre vie professionnelle, que ce soit alors que votre contrat de travail est déjà en cours, que vous soyez en arrêt maladie, court ou long, vous avez le droit toujours de demander une visite à votre initiative auprès du médecin du travail directement, même sans que votre employeur en soit informé. Vous pouvez faire cette demande auprès du médecin du travail, encore une fois, lorsque vous êtes en arrêt de travail, mais également lorsque vous êtes au travail et que vous ressentez que ce travail-là, vous n'allez pas pouvoir le tenir trop longtemps. Ce travail-là, vous allez finir par craquer, par lâcher, et vous avez besoin d'aménagement, voire peut-être même d'envisager une reconversion ou une réorientation professionnelle. Désormais, depuis 2021, les services de santé au travail ont ce qu'on appelle des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, avec de nombreux interlocuteurs, des assistants sociaux, des psychologues du travail, des chargés de maintien d'emploi. Eh bien, n'hésitez jamais, sachez que c'est pas une consultation que vous allez payer, puisqu'elle est comprise dans un forfait, etc., mais que vous pouvez à tout moment faire une visite à la demande auprès du médecin du travail, de la même façon que quand vous êtes en arrêt de travail, vous pouvez demander une visite de pré-reprise pour anticiper le retour directement auprès du service de santé au travail. Et là, le médecin du travail peut décider de demander des aménagements qui peuvent être des aménagements de temps de travail, des aménagements des conditions de travail, des aménagements de charges, par exemple, de travail, etc. Et l'employeur, il est obligé de les mettre en œuvre, sauf s'il justifie, attention, sauf s'il justifie que c'est pas possible. Par exemple, il y a des médecins du travail qui demandent du télétravail de façon plus importante que l'accord d'entreprise. C'est possible. Il existe des médecins du travail qui demandent une diminution de la charge de travail, que ce soit une charge physique ou une charge cognitive de travail. Donc, toutes les sortes d'aménagements sont possibles. Et si vraiment aucun aménagement n'est possible, alors effectivement, on peut arriver à l'inaptitude médicale, mais c'est une fois seulement qu'on a épuisé toutes les possibilités d'aménagement du poste antérieur de travail. Et là, après, il y a des droits spécifiques qui sont utilisables. Alors, il faut savoir également que si on a besoin d'un aménagement temporaire, parce que par exemple, on change de traitement, que ce traitement, il est très fatigant, qu'on a besoin d'être un jour par semaine, comme je l'ai vu hier, pour une prise en charge thérapeutique à l'hôpital,
eh bien, on peut demander effectivement, par exemple, quand on est fonctionnaire, des congés longue maladie fractionnés pour avoir un jour par semaine sans perte de salaire. On peut avoir, si c'est une réduction pérenne du temps de travail, de se dire tiens, moi j'ai besoin de travailler qu'à 80% parce que vraiment 100% je peux plus. Dans le privé, on peut essayer de demander une invalidité première catégorie. Parlez-en au médecin du travail. Une invalidité première catégorie auprès de la sécurité sociale pour les salariés et non pas pour les fonctionnaires, je dis bien, ça permet de pouvoir continuer à travailler à 80% ou un peu moins et d'avoir une compensation de salaire par l'invalidité. Mais là, il faut être sûr que vous avez travaillé suffisamment de temps pour que ça puisse être mobilisé auprès de l'assurance maladie. On peut également, si c'est un aménagement temporaire, demander un temps partiel thérapeutique, c'est-à-dire travailler à temps réduit, même sans arrêt de travail préalable. Désormais, le temps partiel thérapeutique, il est possible de l'avoir sans être en arrêt de travail préalablement. Donc, vous voyez bien que j'évoque là plein d'outils, le temps partiel thérapeutique, l'invalidité première catégorie, le congé longue maladie pour les fonctionnaires fractionnés, tous ces outils-là peuvent être mobilisés auprès du médecin du travail. Et donc, si vous n'en parlez pas au médecin du travail, qui est l'interlocuteur, encore une fois, privilégié de ces outils, eh bien, vous allez passer à côté d'aménagements qui pourraient être utilisés. Et là où je suis très vigilante, ça fait des années que je travaille sur ces questions de maladies rares, maladies chroniques, etc. et travail, c'est que je déplore qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés ou de travailleurs au sens large, avec les fonctionnaires, etc., perdent leur emploi ou doivent quitter leur emploi alors que leur pathologie leur permettrait de faire autre chose peut-être, ou de façon aménagée, ou alors parce qu'ils ont tellement parlé tardivement de leurs problèmes à l'interlocuteur privilégié qu'est le médecin du travail, qu'ils n'ont pas bénéficié des aménagements qu'ils auraient pu avoir. Alors, bien sûr, j'entends toujours quelques voix qui me disent « Oui, mais le médecin du travail, il fait rien, il m'a pas aidé, etc. » Il y a des recours, il y a des consultations de pathologie professionnelle dans tous les centres hospitaliers universitaires de France qui permettent d'avoir un recours, un avis complémentaire, téléphoner auprès des hôpitaux, consultation de pathologie professionnelle. C'est aussi des consultations de maintien d'emploi, toujours. Et donc, vous aurez un interlocuteur de proximité et privilégié qui sera pris en charge, effectivement, par l'assurance maladie. Donc, vous avez des recours. Si le médecin du travail ne vous satisfait pas, demandez à le revoir, essayez de bien expliquer, etc., etc. Donc, il y aura des cas particuliers où ça ne sera pas utile, où l'interlocuteur privilégié ne sera pas forcément aussi réactif que vous pourriez espérer, mais surtout, allez au moins vers lui. Parce que qui ne tente rien n'a rien, là, pour le coup, il faut absolument pouvoir s'orienter vers ce médecin du travail. Sachez également, c'est le dernier point sur ce sujet, que si votre médecin du travail ne répond pas présent alors que vous avez de vraies difficultés, contactez votre service de santé au travail, et non plus le médecin du travail, vous avez le droit aussi, pour saisir directement la cellule PDP, cellule prévention de la désinsertion professionnelle. Cette cellule PDP, elle est nouvellement installée depuis 2021 dans tous les services de santé au travail, et elle permet d'avoir un interlocuteur qui ne sera plus que le médecin du travail, parce que le médecin du travail restera aussi dans les interlocuteurs, mais en tout cas, pour pouvoir faire réagir quelqu'un d'autre à votre situation de risque de perte d'emploi. Donc, n'oubliez pas, premier lieu, le médecin du travail ou le médecin de prévention. Deuxième lieu, si jamais ça ne répond pas suffisamment, les consultations de pathologie professionnelle régionale ou alors la cellule PDP des services de santé au travail. Alors, est-ce qu'il y a des postes plus adaptés que d'autres ? Ça dépend. Bien sûr qu'il y a des postes adaptés pour toutes les situations de santé. On peut même avoir des gens qui sont dans une situation de handicap majeur et qui peuvent continuer dans certaines conditions à travailler. Mais la question c'est, est-ce que c'est le poste qui constitutionnellement permettait d'être configuré pour quasiment toutes les personnes, y compris en situation de handicap, ou est-ce que c'est les postes qu'on aménage secondairement pour s'adapter, j'allais dire, au handicap de la personne ? La question est large et il n'y a pas de cas particulier. On peut imaginer que quelqu'un, par exemple, qui a perdu l'usage de ses deux membres inférieurs puisse accéder évidemment facilement à un poste accessible en fauteuil roulant. On peut imaginer quelqu'un qui a perdu l'usage qui a perdu la vision puisse avoir des outils d'aide pour la vision. On peut imaginer que quelqu'un qui peut plus travailler au froid puisse être effectivement aménagé avec des équipements de protection individuelle ou des conditions de travail qui soient adaptées. Oui, dans chaque handicap, il y a une situation soit dans l'entreprise, soit à un autre poste en matière de réorientation pour pouvoir essayer de s'adapter. Le problème, vous comprenez bien, c'est que quand vous êtes dans une entreprise toute petite,
les conditions d'adaptation sont moindres que quand vous êtes dans une entreprise qui permet des différentes situations, différents postes, etc. Donc, encore une fois, allez vers le médecin du travail pour essayer d'obtenir sur votre poste des aménagements. Et si c'est pas possible, d'envisager malheureusement une inaptitude pour pouvoir rebondir sur une autre orientation professionnelle ou dans une autre entreprise qui vous permettrait d'avoir effectivement des conditions adaptées aux évolutions de votre maladie. Alors, question suivante, est-il possible d'avoir une retraite anticipée en raison de votre maladie? Alors, il faut savoir qu'en France, des systèmes de retraite anticipée, il y en a beaucoup. Il y a des retraites anticipées pour carrière longue, il y a des retraites anticipées pour les travailleurs qui ont été exposés à l'amiante, par exemple. Mais il y a un système particulier, enfin, on va dire deux, mais un qui est moins utilisé que l'autre. C'est quand vous avez travaillé de nombreuses années en tant que travailleur handicapé, avec un certain niveau de handicap, au moins 50% reconnu par la MDPH, et que vous avez un certain âge, donc il y a tout un tas de grilles qui sont accessibles d'ailleurs sur le site de l'assurance maladie, et qui permet d'avoir parfois 2 ans de retraite anticipée. De la même façon qu'il est parfois possible de demander, quand on a atteint l'âge légal de la retraite, même si c'est pas l'âge maximal, l'âge minimum de retraite, de demander auprès du médecin conseil de l'assurance maladie, je dis bien le médecin conseil de l'assurance maladie, une inaptitude au travail. L'inaptitude au travail, c'est l'assurance maladie qui va considérer qu'effectivement, vous ne pouvez plus occuper d'emploi. C'est pas le médecin du travail, c'est bien le médecin conseil de l'assurance maladie. Et auquel cas, sous un certain nombre de critères, parfois même avec une baisse de votre retraite qui aurait pu être plus importante à un âge ultérieur, mais en tout cas permettant d'avoir cette retraite anticipée. Donc, 2 points, être reconnu de travailleur handicapé pendant un certain nombre d'années, au moins au-dessus de 50% reconnu par la MDPH, et 2, un avis auprès du médecin conseil de l'assurance maladie auprès duquel vous devez prendre rendez-vous pour pouvoir prétendre à cette retraite anticipée. Alors, je crois que c'est une des dernières questions qui est la suivante. Mon enfant a une maladie rare et je dois souvent l'accompagner à des rendez-vous médicaux. Comment est-ce que je peux adapter ma situation professionnelle? Alors là, il existe dans le Code du travail et le Code de la sécurité sociale des aides, et le Code de la famille d'ailleurs, des aides. Alors des aides qui sont souvent des droits à congé, des droits à absence, qui sont pas forcément rémunérés, mais qui sont déjà des droits à absence en plus de vos congés habituels, etc., etc. Alors il y a tout d'abord l'absence pour enfants malades, qui est calibrée à 3 jours par an, ou 5 jours si l'enfant, effectivement, a moins d'1 an. Donc ça, c'est l'absence pour enfants malades. Parfois, les conventions collectives permettent que ces jours soient rémunérés, que ça soit plus nombreux, etc. Donc, absence pour congé malade, 3 à 5 jours. Il y a un autre type de congé également qui s'appelle l'absence pour annonce. L'absence pour annonce de la survenue d'un handicap, qui va être de 5 jours, effectivement, et qui est qui est prévu pour toute l'annonce de maladies chroniques et qui se surajoute à ces absences pour congé malade. Et puis enfin, alors ça c'est un petit peu plus gros, parce que ça c'est juste 3 jours, 5 jours, plus 5 jours, bon ça permet pas de répondre strictement à la question qui se pose ici, c'est le congé de présence parentale. Alors ce congé de présence parentale, qui est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté, ça c'est important, et qui parfois peut-être également plus favorablement que ce que je vais vous donner comme calibre, accordé par des conventions collectives, permet sur 3 ans d'être absent 310 jours ouvrés, et c'est renouvelable une fois. C'est-à-dire que sur 6 ans, on peut avoir jusqu'à 28 mois de congé de présence parentale. Et pour ce type de congé, il peut y avoir une allocation journalière de présence qui va être, qu'on appelle AJPP, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et qui va être versée par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Donc, ce congé de présence parentale peut être précieux dans un certain cas et permet de répondre, alors c'est pas parfait, mais à ce type de questions. Voilà, j'espère en tout cas que ces quelques minutes vous ont apporté un éclairage sur toutes ces interrogations. Je pense qu'il faut quand même que vous reteniez 2 choses principales et que vous gardiez en tête que même si c'est pas parfait, on a un système quand même qui est protecteur pour la santé des salariés,
et des travailleurs en général, que votre interlocuteur doit être le médecin du travail et que si jamais il ne répond pas présent, il y a d'autres structures qui peuvent vous répondre et qu'on espère que notre système permet quand même dans beaucoup de cas, parce qu'il faut éviter de stigmatiser, de caricaturer, aux personnes en situation de maladie de garder un emploi ou de s'insérer professionnellement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.